Bonjour Lucille. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Donc vous étiez instructrice, vous êtes pilote de ligne. Vous allez me raconter tout ça. Je vais pouvoir prendre des questions. Donc si vous avez envie de poser des questions, ça va venir au fur et à mesure. N'hésitez pas à lever la main. On a un micro qui va circuler. Donc n'hésitez pas à vous montrer. On pourra prendre des questions pour Lucille. Alors, pilote de ligne ou pilote, comment est venue l'envie de faire ça? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Alors, quand j'étais petite, Oui. effectivement, j'avais envie de monter dans les airs, d'aller voir ce qui se passait au-dessus. Et je pense que tout ça vient un petit peu de mon papa, qui lui-même était pilote. Donc, je le voyais partir en l'air et je pense que ça m'a donné envie de voler au départ. C'est ce qui m'a procuré cette sensation d'avoir envie de voler. Voilà, je pense que ça vient de là. Et là, on voit une photo justement de vous. Tout à fait. Alors, c'était dans l'avion de mon papa, justement. Il m'avait emmené en vol et j'étais dans le poste. Évidemment, c'était au sol hein, et il m'avait mis à la place du pilote à droite. Et donc, j'ai gardé cette photo parce qu'elle est assez sympa. Elle est super sympa. Et donc là, c'était la première fois que vous étiez dans un cockpit ou vous l'aviez déjà visité? Non. Peut-être la deuxième, je n'ai pas souvenir. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'étais à cette place-là avec cette position. Et donc, dès toute petite, forcément, le métier de pilote, pour vous, c'était une réalité avec votre papa pilote. Les avions, c'était quelque chose que vous connaissiez. Quand est-ce que vous avez volé pour la première fois? En tant que pilote, personnellement, vous voulez dire? Oui, alors pas forcément pilote de ligne, mais première Eh bien, expérience dans un avion. De mémoire, je pense que c'est quand j'ai fait du planeur. Ouais. Donc j'avais une quinzaine, 14 ans. J'avais 14 ans. Et j'ai voulu voir si vraiment ça m'intéressait autant que je le pensais. Donc j'ai fait un stage de planeur en région parisienne. Et c'est la première fois où je me suis retrouvée à voler seule dans un planeur. Et c'était quoi votre sentiment la première fois? C'était comme vous l'attendiez? C'était mieux? Alors, pas tout à fait, parce que en fait, la première fois, c'était un motoplaneur. D'accord. Donc, ça sentait beaucoup l'essence et j'ai été malade. Voilà. Ok, mais ça vous a pas arrêté? Et après, j'ai dit non, le motoplaneur, c'est pas pour moi. Donc, la prochaine fois, ce sera du planeur pur. D'accord. Et voilà, non, ça ne m'a pas arrêté. Et là, forcément, vu que vous êtes pilote aujourd'hui, je suppose que c'était une expérience très positive. Exactement. Comment est-ce que vous êtes devenu pilote, donc de ces premiers vols à 14-15 ans à devenir pilote professionnel? Quel a été votre parcours? Alors, mon parcours, donc, effectivement, à 15 ans, j'étais pilote de planeur, donc j'ai continué à faire des stages régulièrement. Et ensuite, j'ai fini mes études, enfin, j'ai fini. Je suis allée jusqu'à un bac scientifique, voilà, j'ai fait un bac scientifique. À l'issue de ça, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans ma vie, puisque j'étais musicienne aussi. Quel type d'instrument? Je jouais du violoncelle et du saxophone. Donc, je jouais dans différents groupes. Et c'est ce qui m'a permis aussi, en gagnant un petit peu d'argent avec la musique, de me payer mes heures de vol pour devenir pilote. Donc, je suis passée, non pas par la voie royale qui est l'ENAC, oui, l'école parce qu'il aurait fallu que je fasse, en plus de mon bac scientifique, 1 ou 2 années de classe préparatoire scientifique, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, je suis allée sur les aéroclubs, dans les aéroclubs, et j'ai commencé à voler comme ça, avec des bourses jeunesse et sport, avec l'argent que je gagnais dans la musique, je me payais mes heures de vol. Et grâce à ça, j'ai réussi à faire mon brevet de pilote professionnel. Et ensuite, ma qualification de vol à instruments, où là, j'ai dû emprunter de l'argent pour pouvoir financer ce stage. Et à l'issue de ça, en même temps, je passais mes examens, tout ce qui était théorique, donc je le passais moi-même en candidat libre. À l'époque, on pouvait faire ça en candidat libre. On peut plus. C'est difficile maintenant de le faire en candidat libre, il faut passer par des écoles agréées. Donc je passais tous mes certificats de pilote de ligne, chez moi, à la maison, en travaillant. Et à l'issue de ça, je suis rentrée en compagnie à la mission d'abord. C'est au Bourget que j'ai fait mes premiers pas en tant que pilote professionnel. Et donc à la mission, ça veut dire quoi exactement? À la mission, ça veut dire qu'on vous embauche pour une journée. D'accord, c'est un contrat d'une journée. Oui, voilà, c'est on peut ok. dire, ouais. Et donc, à quel âge vous avez fait votre premier vol en tant que professionnel? À 21 ans. À 21 ans. J'ai commencé à 18 ans ma formation pour devenir pilote professionnel, etc. Et à 21 ans, j'ai fait mes premiers vols à la mission dans une compagnie qui s'appelle Leader Unijet et qui m'a formé sur un Beechcraft 200, un King 200. Mon premier avion en tant que professionnel. Est-ce qu'il y en a un ici
Pas au Paris Air Lab, mais non, pas il y en a au Bourget, mais oui. Sur le salon, je ne sais pas. Ok. Ça vous a fait quoi? C'est un avion à hélice, un bimoteur à hélice. Ça vous a fait quoi quand vous êtes passé professionnel? Le premier vol, c'était où C'est d'ailleurs? toujours impressionnant, surtout qu'on m'a prévenu la veille, parce que évidemment, j'amenais mes curriculum vitae un peu partout, je les remettais sur le haut de la pile à chaque fois, toutes les semaines. Et puis, j'avais dû venir la veille chez Leader Jet, et puis on m'a appelé le lendemain en disant, bon, est-ce que tu serais prête à partir demain à Santiago? On va faire la qualif King 200 sur l'aller-retour. Alors moi, je dis oui, bien sûr. À l'époque, j'étais instructeur en aéroclub sur des petits avions pour des particuliers. J'avais des vols prévus, j'ai annulé tous mes vols et j'ai dit oui, je suis venue. Mais il y a une anecdote assez rigolote, parce que pour moi, Santiago, c'était Santiago du Chili. Oui. Donc je me suis dit, mais comment on va aller en King 200 à Santiago du Chili en traversant l'Atlantique? J'ai pas osé poser de questions, j'avais 21 ans. Bon. Et donc j'arrive au Bourget, on monte l'avion, etc. Et puis je m'aperçois en voyant le plan de vol que c'était Santiago au nord de l'Espagne. Donc ça m'a rassurée quand même. Ben voilà, on voit cet avion, justement le Beechcraft 200, et on me voit devant. Voilà, c'est l'avion de gauche. Donc ça, il y a combien de personnes là-dedans? Il y a une douzaine de places de mémoire. Et vous disiez juste avant, vous étiez instructrice. Donc, alors, oui, comment c'est venu ça? En fait, j'étais instructrice sur des petits avions dans les aéroclubs, des petits 4 places, des Cessna, voilà, des DR400, ce genre de choses. Et en même temps que je faisais ma formation pour devenir pilote, une fois avoir passé le brevet de pilote professionnel, je pouvais faire un stage d'instructeur pilote privé à Grenoble. Ça se faisait à Grenoble, donc j'ai fait ça juste après pour pouvoir me permettre de monter mes heures de vol, pour avoir de plus en plus d'heures de vol, pour pouvoir être pris dans des compagnies ensuite. Voilà. Est-ce que vous continuez la musique pendant ce temps-là? Parce que oui, je l'ai continué. J'ai arrêté, j'avais entre 30 et 35 ans, parce que là, j'étais sur long courrier et ça devenait compliqué. Donc là, vous continuez, mais personnellement, plus du tout, la musique? Aujourd'hui, non, malheureusement. Non, ça y est. Non. Donc là, c'était votre premier vol commercial. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ensuite, donc on m'a recruté en contrat à durée indéterminée. Donc, on voit l'avion, mon premier réacteur, le Dassault Falcon 10. Et c'est moi, je crois, qui suis assise donc, sur les marches. Donc, on m'a fait cette qualification de type Falcon 10. Et on m'a fait aussi une qualification du Falcon 20. Comme ça, j'étais biqualifiée sur les deux avions. Et voilà, ensuite j'ai volé en contrat à durée indéterminée chez eux pendant 1 ou 2 ans de mémoire, parce que la guerre du Golfe est arrivée. Voilà, c'est ça, c'est la suite. Il y a eu la guerre du Golfe, donc c'est quoi l'impact que ça a eu sur votre carrière? L'impact, c'est qu'en fait, les particuliers qui réservaient ce genre d'avion, il y a des sociétés, voilà, des particuliers aussi, des politiques, et ben, ils se sont mis à faire 2 fois moins d'heures. Vous êtes passé, je crois que vous m'avez dit, de 600 à 300 heures de vol. Non, je veux dire, pas moi, mais eux, oui, quand ils faisaient 600 heures, ben, tout d'un coup, ils n'étaient plus qu'à 300 heures par an. Donc forcément, on avait besoin de moins de pilotes. Et là, vous étiez toujours en mission? Et là, non, j'étais en contrat à durée indéterminée. Donc il y a eu des licenciements économiques et j'en ai fait partie. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien là, il me manquait un examen pour pouvoir être commandant de bord sur ce type d'avion. Alors, il faut que nous expliquiez. Donc, dans un cockpit, il y a 2 personnes. Oui. C'est ça. Il y a un copilote, voilà, et un commandant de bord. Voilà. Et donc, quand vous commencez on commence toujours en tant que copilote. Quel que soit même si vous avez été commandant de bord avant, c'est ça? Alors, ça dépend des sociétés. On peut aussi être recruté directement en commandant de bord. Et c'est plus difficile. Mais ça dépend. Alors, des sociétés comme ça, c'est possible. Il suffit qu'on ait une qualification et on peut être embauché directement en commandant de bord. Après, sur des sociétés du type Air France, British Airways, KLM, on va commencer toujours comme copilote pour après passer commandant de bord. Et donc là, il vous manquait cette qualification? Donc là, il me manquait un examen qui est l'examen de pilote de ligne. C'est le plus haut examen. On a la théorie, je l'avais, mais il fallait que je fasse un stage pour la pratique avec un test en vol. Et donc, pendant mes 3 mois de préavis de licenciement, j'ai demandé à ce qu'ils me fassent cette formation et ce test. Donc, je l'ai eu. Ensuite, j'étais licenciée. Et ensuite, comme je pouvais être commandant de bord, ils m'ont repris, mais à la mission de temps en temps, pour voler en tant que commandant de bord. Voilà. Ah, c'était vraiment, il y a eu des dents de scie, c'était pas très simple.
Vous étiez Non, c'était pas mission- simple, mais bon, ça s'est relativement bien passé parce que ce licenciement m'a permis d'accéder à la fonction de commandant de bord peut-être plus rapidement que si j'étais restée en contrat chez eux indéterminé. Il y avait beaucoup de femmes autour de vous? Alors, dans cette société, on avait un chef pilote qui était pro-femme, donc on était 25% de femmes à un moment donné. Ce qui est exceptionnel. Oui. En France, on est entre 7 et 10%. Ouais. Bon, ça monte progressivement, mais c'est peu. Ah oui, non, mais C'est peu 25%, depuis 30 ans, ça bouge pas des masses. Ça évolue un petit peu, mais pas des masses. Alors, on reviendra là-dessus, sur tout ça, mais c'est vrai que là, c'était intéressant de demander. Donc, le Falcon 10, qu'est-ce que vous avez fait après comme avion? Donc, j'ai fait du Falcon 20. Ouais. Et ensuite, j'ai... Voilà. Ah, bah, très bien, ça. J'ai fait du Falcon 20 donc chez D1 Air Provence, Air Armorique, en décembre, parce que là, j'ai trouvé un contrat à durée indéterminée, alors que chez Leader, j'étais à la mission, donc c'était quand même mieux d'avoir un contrat à durée indéterminée. C'était en Bretagne, à Saint-Brieuc. Et j'ai volé pendant 9 mois à peu près, un petit peu moins, sur cet avion, donc en tant que commandant de bord. Voilà. Et on faisait du transport un peu public, un peu privé, on faisait des deux. Quelle que soit la taille de l'avion, vous êtes toujours deux pilotes sur ces avions? Sur ce type d'avion, oui. Ouais. Oui. Ce sont des avions qui se pilotent à 2 pilotes. Oui. Et donc après le Falcon 20? Alors après le Falcon 20, donc j'ai réussi à entrer dans la compagnie qui s'appelle toujours Corsair. Voilà. Et je suis rentrée donc en janvier 95 en tant que copilote sur un Boeing 747. Là, c'était beaucoup qui n'est plus pas haut. celui-là. Oui, on vous voit dans le réacteur, assise dans le réacteur. Ah, j'aime bien cette photo. Ah, elle est chouette, elle est très chouette. Mais il y en a d'autres aussi où je suis debout, ça dépend de la taille du réacteur. Oh, elle sera, on va la voir juste après, pas juste après, à la fin des photos. Est-ce que ça fait une grosse différence de voler, parce que le Falcon 20, il était quand même beaucoup plus petit. Est-ce que c'est un plus gros challenge? Est-ce qu'il y a des qualifications à passer entre les avions? Oui, bien sûr. À chaque fois que vous arrivez sur un type avion, vous devez passer une qualification sur ce type avion qui prend environ 1 mois et demi, 2 mois voilà, pour être lâché sur l'avion. Donc en fait, quand je suis passée du Falcon 10, Falcon 20 au Boeing 747, la taille de l'avion au sol est un gros changement. Oui. Par contre, en l'air... ça change pas grand-chose. Le Falcon 10 allait pratiquement aussi vite que le Boeing 747. Donc ça change pas, ça change un petit peu, mais c'est pas énorme. Par contre, au sol, oui, parce que le 47, c'est un gros camion. Oui. Donc voilà, effectivement, il faut faire beaucoup plus attention aux marges autour de cet avion. Donc là, c'est le 737. Donc celui-là, c'est le 737. Donc j'ai fait 4 ans sur Boeing 747 en copilote. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de passer commandant de bord sur celui-là, le Boeing 737, pendant 4 ans. Et quel est votre avion préféré? Le Boeing 747. Alors, c'est le classique. C'est celui qui a la bosse au-dessus. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Boeing 747. Mais c'est celui qui a un double pont avec une bosse et ça descend ensuite. Il doit y en avoir un. Je pense qu'il y en a un. Oui. Je me demande même si c'est pas celui qui est juste à côté. Il me semble que c'est un 747, celui qui est juste sous les fusées Ariane là-bas. J'ai pas eu le temps de le voir, mais c'est possible. Il me semble. Pourquoi c'est votre avion? Alors, pourquoi c'est mon avion préféré? Parce que déjà c'est un avion mythique. Qui a été construit par des gens qui voulaient un avion durable et qui voulaient démocratiser le transport aérien, parce que moi, dans cet avion, j'ai transporté jusqu'à 580 personnes. Ah, c'est énorme. Ça n'existait pas avant. Donc voilà, c'était un avion très bien conçu, très rustique, mais pour l'époque, il n'était pas rustique, il était vraiment à la pointe, mais vraiment très costaud, c'était un super avion. Et l'avantage sur cet avion, c'est qu'on avait un mécanicien navigant à bord. C'est-à-dire qu'il y avait 2 pilotes et derrière, il y avait un panneau pour le mécanicien navigant. Donc s'il y avait un problème... Donc s'il y avait un problème mécanique, lui était beaucoup plus pointu que les pilotes pour ça. Et il était conçu comme ça, cet avion. Et pour juste le 747 ? Sur le 747. Alors, vous aviez aussi le DC-10 avec un mécano à bord aussi. Mais tous les avions de la génération suivante, c'était terminé. Il n'y avait plus de mécanicien navigant à bord. Il était remplacé de façon électronique, automatique. Et pourquoi le 737, est-ce qu'il avait un mécanicien ? Non. Non, et pourquoi on en était sur les 47 et pas 737 ? Parce que cet avion, il avait été conçu comme ça à la base. Et les 747 qui ont été conçus ensuite, le 400, le 747-400. Moi, j'ai volé sur le 747-100, 200, 300. Donc, cela a été conçu comme ça. Et le SP aussi.
Mais les 47-400 qui ont été conçus ensuite n'avaient plus de mécanicien navigant. C'était le même avion extérieurement, mais intérieurement, beaucoup de progrès avaient été faits et le mécanicien avait été remplacé de façon automatique par des circuits qui fonctionnaient beaucoup plus en automatique. D'accord. Voilà. Et ça change pour vous? Oui, ça change, ça change. Donc vous c'est préfériez le mécanicien? Ah bah moi oui, j'adorais. Maintenant, les avions sont conçus comme ça aujourd'hui, donc on n'a plus besoin d'un mécanicien à bord. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pilotez comme avion? Alors aujourd'hui, je pilote un Boeing 777. Voilà. Ah, voilà. Alors ça, non, ça c'est... Ah bah si, ça c'est le... Ouais, ça c'est le cockpit du 777. Ouais. Et donc là, c'est chez Air France depuis 2006? Alors oui, 2006. Donc en fait, chez Corsair, je suis restée une douzaine d'années. J'ai fait donc 4 ans de copilote 747, 4 ans de commandant de bord sur Boeing 737. Et je suis revenue commandant de bord sur Boeing 747 pendant pratiquement 4 ans. Et à l'issue de ça, je suis rentrée chez Air France. Donc j'ai fait de l'Airbus A320 pendant une douzaine d'années. Donc c'est là que j'étais instructeur également, instructrice. D'Airbus aussi? D'Airbus, okay. Voilà. Et ensuite, donc, depuis 2017, je suis repassée sur Boeing 777. Voilà. Et là, actuellement, je suis sur cet avion. Et quelle position? Toujours copilote, parce qu'en fait, quand vous rentrez donc, chez Air France, vous rentrez comme copilote et vous attendez pour passer commandant de bord. Sauf que, en fait, ça dépend aussi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise de 2008. Moi, je suis rentrée en 2006. En 2008, la crise financière. Vous avez un timing à chaque fois qui est... Donc, ça m'a bloqué, en fait, pour passer commandant de bord rapidement. Tous les gens ont été bloqués pendant un certain nombre d'années. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai fait de l'instruction. Ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de changements à cette époque-là. Ouais. Donc, c'était très intéressant. Et ensuite, en 2017, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vais aller découvrir cet avion que je ne connais pas. Donc, forcément, en copilote. Et là, je suis copilote depuis, parce qu'il faut, si je voulais passer commandant de bord, je serais obligée de repasser sur moyen courrier. Oui, c'est ce que vous... Et pour le moment, ça ne me dit rien. Je préfère rester sur long courrier. Voilà. Donc, vous préférez être copilote long courrier que commandant Pour le de bord moment, oui. moyen courrier? Après, les choses peuvent changer, mais disons que pour le moment, oui, je préfère. Et votre vie d'instructrice, du coup, là, vous formez quel type de pilote? Alors, en tant qu'instructeur, donc, moi j'ai eu plusieurs vies d'instructrice. Donc déjà sur pilote, dans les aéroclubs, sur les petits avions, les Cessna, pour les pilotes privés. Donc ça, c'est passionnant parce que c'est des gens qui découvrent l'avion. Oui, c'est des gens c'est parfois leur premier... Voilà. Ah bah, Oui, c'est ça, tout à fait. Et on va arriver à les lâcher au bout d'un certain moment pour qu'ils puissent voler tout seuls. Ah, ça doit être chouette, ça. Donc c'est assez sympa. Ensuite, là, c'est très différent parce que c'est pour des pilotes professionnels. Ouais. Donc, vous formez, par exemple, vous faites des qualifications de type sur Airbus 320. Vous avez pas mal de séances où ils vont découvrir l'avion. Et voilà, on leur apprend l'avion. Et vous avez aussi des séances, 4 fois par an, on a des séances au simulateur pour réviser toutes les pannes, voir les nouvelles procédures. Enfin, voilà. Et ça fait partie aussi du boulot d'instructeur, donc de faire ces séances, voir si les pilotes sont à jour, s'ils répondent correctement aux procédures, etc. etc. Est-ce que vous avez été instructrice sur votre avion préféré? Non, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Est-ce que c'est un truc peut-être que vous avez envie de faire? Non, parce que vous avez arrêté maintenant d'être instructrice, c'est ça? Oui, là pour l'instant je ne le suis plus. Voilà. Est-ce que c'est un truc que vous pourriez refaire? Je le referai peut-être, c'est possible, mais pour l'instant non. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans votre partie instructrice? Quelle a été, je sais pas, peut-être une élève ou un élève qui vous a marqué, ou un type de formation? Un type de formation, non. Par contre, il y a effectivement un élève qui m'avait marqué parce qu'il y avait un exercice qu'il avait du mal à réaliser. Ouais. La mémoire ne fonctionnait pas sur cet exercice, il avait un blocage. Donc j'ai trouvé une solution et je lui ai dit faites cette manière-là, essaye de faire cette manière-là. Je me suis servi de la musique pour ça. Je lui ai dit voilà, tu vas te dire ça dans ta tête avec cette musique-là. Et ça a fonctionné. Et je l'ai recroisé 3-4 ans plus tard. Et il m'a dit « Ah, Lucille, mais c'est fantastique, tu sais, j'ai jamais oublié ce que tu m'as dit. » Donc voilà, ça m'avait fait plaisir. Surtout que là, vous avez concilié musique et oui, aviation. Voilà, je me suis dit comment il va faire pour se remémorer, qu'est-ce qui peut l'aider, parce que c'était pas un pilote, il était commandant de bord déjà, donc c'était un pilote qui avait de l'expérience. Et je sais pas, il faisait un blocage. Il bloquait sur... Ouais. Et donc oui, ça c'était un bon souvenir. Et justement, la musique, est-ce que vous pensez que ça vous a aidé? Parce que là, vous en parlez comme... Voilà, est-ce que c'est une symphonie qu'on apprend là, sur cette expérience-là, voilà.
Maintenant, non, pas forcément, pas forcément. Donc c'était juste pour... Voilà, sur cette expérience-là, effectivement, pour avoir une mémoire qui fonctionne, ça peut être intéressant d'avoir une petite musique qui aide. Voilà. Ouais, ça aide à se souvenir de la suite des choses à faire. Alors oui, c'est une musique qui peut être juste de la parole, mais qu'on va rythmer d'une certaine manière, par exemple. Et pour se rappeler précisément des choses. Enfin voilà, ça peut m'aider un petit peu, mais c'est pas non plus. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Parce que ça, je pense que ça peut être quelque chose quand on vous entend parler de long courrier, de tout ça. C'est quelque chose. Alors bien sûr, c'est une question qu'on poserait probablement pas à un homme pilote, mais est-ce que c'était simple de concilier vie de famille et vie de pilote quand vous partez sur des longs courriers spécialement comme ça? Alors tout à fait. C'est tout à fait possible. Souvent, les femmes s'imaginent qu'elles ne peuvent pas faire ce métier parce qu'elles vont être loin de chez elles et elles ne vont pas pouvoir s'occuper de leur famille, de leurs enfants. C'est totalement faux. Alors oui, on peut partir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, parfois une semaine, ce qui est quand même très rare. Aujourd'hui, ça l'était plus il y a 30 ans quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, c'est vraiment très rare. Et en fait, c'est juste une question d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, soit avoir son mari qui, lui, est là tous les jours, ou alors avoir des parents, ou alors avoir une nounou. Enfin, voilà. C'est une question d'organisation. Par contre, imaginons que vous partez 4 jours, vous rentrez et vous allez être là pendant 4 jours, 4-5 jours. Donc là, vous êtes là en permanence, vous êtes près de votre enfant, vous pouvez aller la chercher à l'école à 15h30 ou 16h. Que peuvent difficilement faire les gens qui travaillent, qui finissent à 18h. Parfois, ils laissent leurs enfants jusqu'à 19h après l'école parce qu'ils ne peuvent pas aller les chercher. Voilà, donc c'est vraiment une question d'organisation. En fait, c'est une organisation différente, mais c'est tout à fait. Au final la même chose. C'est vrai que quand on a en tête pilote de ligne, on se dit que vous êtes tout le temps dans les airs. Mais il y a systématiquement, vous partez, vous avez quelques jours de Systématiquement, on a des repos post-courrier. En fonction de la longueur du vol qu'on a fait. Donc ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ok, donc systématiquement, vous partez, systématiquement, vous restez. Et en plus, vous avez aussi, là, moi je vais sur long courrier aujourd'hui, je peux programmer 6 jours de repos là où je les souhaite. Donc en plus de ces repos post-courrier, j'ai 6 jours de repos là où je veux. Plus éventuellement quelques jours de vacances que je vais poser. Donc non, je ne suis pas partie tout le temps. Oui, mais c'est vrai que c'est dans l'imaginaire, on se dit, bon, ils sont tout le temps partis, ils sont tout le temps dans les aéroports. Alors, je dirais que je suis plus chez moi que quelqu'un qui travaillerait du lundi au vendredi de 8h à 18h. Oui, c'est pour ça, quand on a discuté au départ, vous me disiez, c'est un type d'arrangement qui est différent que quelqu'un qui a un travail régulier, on va dire. Mais c'est vrai que vous pouvez être avec vos enfants. Tout à fait. Et vous avez des enfants de quel âge? Pardon? Vous avez des enfants de quel âge? Ma fille a 17 ans aujourd'hui, enfin dans quelques jours, elle aura 17 ans. Voilà. Et vous me disiez que d'ailleurs vous connaissez des pilotes avec... j'ai beaucoup de collègues qui ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Mais déjà ça, sans être pilote, voilà. C'est... Oui. Tout à fait. Et donc, à la place des femmes, on en a parlé un tout petit peu. Vous nous disiez, il y avait 25% dans votre compagnie qui était... Mais ça, c'est exceptionnel. C'est plutôt 7 à 10%, c'est ça? Oui, c'est plutôt 7 à 10%, voire moins dans certaines compagnies. Air France, on est aux alentours de 10%. Pourquoi, à votre avis? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, la société, en tout cas française, européenne, ne pousse pas forcément les filles vers des métiers décisionnaires, mais plutôt vers des métiers d'aide à l'autre. Que ce soit infirmière, médecin, voilà. C'est des métiers du social d'aide à l'autre. Alors maintenant, un peu plus, il y a quand même maintenant des dirigeantes d'entreprise, il y a quand même des chirurgiennes, mais majoritairement, il y en a peu. Donc je pense qu'il y a déjà ce poids de la société qui agit, et d'autre part, les femmes se mettent elles-mêmes parfois n'imaginent pas qu'elles puissent faire ce métier. Voilà. Elles se mettent des freins. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé, elles se disent que la vie de famille, ça ne va pas être possible, ce qui est totalement faux. Juste une question d'organisation. Donc ça, c'est bon, si vous nous écoutez, ça, c'est pas un problème. Et deuxièmement, elles se disent qu'elles ne sont pas capables, parce qu'elles ont toujours vu des hommes faire ce métier. Donc elles se disent qu'elles ne sont pas capables, ce qui est totalement faux. On est autant capables que les hommes, ça ne demande pas de force physique. Voilà. Donc ça aussi, c'est totalement faux. Voilà. Je dirais que c'est les 2 points qui font qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier.
Est-ce que vous, en tant que femme, ça a été plus compliqué d'être pilote? Est-ce que vous avez... Non, ou au ça n'a pas contraire été plus compliqué du tout. Alors évidemment, parfois on rencontre, comme dans toute la société, des hommes un peu machos qui vont pas vouloir vous aider, mais on peut rencontrer aussi des hommes à l'inverse hommes qui bien. vont vouloir vous aider. Donc moi j'ai eu aussi cette chance, notamment à Leader Unijet, d'avoir un monsieur qui s'appelait François Montel, qui avait 25% de femmes. Mais oui. Voilà. Et dans toutes les sociétés, en fait, ça ne m'a pas posé de problème particulier. Mais bon, tout dépend de l'interlocuteur sur lequel on tombe. On peut avoir effectivement quelqu'un qui va pas aimer qu'il y ait des femmes qui deviennent pilotes, quoique aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus rare, c'était vrai il y a 30 ans. Ou alors quelqu'un qui trouve que votre CV est intéressant parce que justement vous êtes une femme et qu'il n'y a que 10% de femmes qui se présentent. Donc votre CV va impacter un peu plus qu'à côté de 90% des CV d'hommes. Donc ça peut être aussi un avantage. Un atout. Voilà, Ouais. ça peut être un atout. Et est-ce que vous voyez une évolution par rapport à quand vous avez commencé? Justement, 35 ans d'expérience, vous avez? J'ai commencé, oui, en 91, 12, 11. Ah, ok, je sais plus. On avait 90, 92, presque bref. 35 ans. 13 800 heures de vol? Oui, à peu près un peu plus. Là, Beaucoup, 14 000 du coup, oui. Là, grosso modo, forcément, on a les dates, voilà, on a les voilà, chiffres ouais, d'il y a quelques ouais. semaines. Alors ça, c'est dans le réacteur du Boeing 777, D'accord. Donc ça, c'est l'avion que vous pilotez. actuellement, oui. Le réacteur est énorme. Oui, Tout à l'heure, on vous voyait énorme. assise au bord. Là, Ouais, il est ouais, là, vous pouvez rentrer. Et effectivement, il est beaucoup, beaucoup plus grand que vous. Et donc, est-ce que vous voyez une évolution? C'était ça le... En termes d'évolution aéronautique ou d'évolution de la femme dans l'aéronautique? L'évolution de la femme dans l'aéronautique. Est-ce que vous avez l'impression de voir plus de femmes pilotes autour de vous? Oui, que quand vous avez il y en a quand commencé même plus, et notamment dans les tranches d'âge qui arrivent là, parce que le recrutement essaye, en tout cas dans les grandes entreprises, de recruter des femmes. C'est toujours bon d'avoir une femme dans un cockpit. Apparemment, l'ambiance est plutôt sympathique quand il y a des femmes. Et donc, il y en a un peu plus. Et il y a un peu plus de femmes aussi à des rôles décisionnaires, des chefs pilotes. Mais bon, ça reste quand même minoritaire, même s'il y en a plus qu'avant. Il y en a plus, mais c'est vrai que c'est une lente évolution, c'est ça? Voilà, c'est une lente évolution. Et comme vous disiez, les postes décisionnaires, ça c'est on est pilote et après c'est après ou Après, oui, quand vous êtes rentré dans une société, vous pouvez prendre des postes de responsable. Ça peut être dans l'instruction, ça peut être dans la gestion des équipages. Il y a différents postes qui sont possibles. C'est des choses qui vous attirent, ça ou... Moi, j'ai fait de l'instruction. Ça m'attirait plus, mais je ferai peut-être autre chose. Plus tard. Verra. On suivra vos aventures. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, faire un petit signe de la main. On vous apportera un micro. Vous pouvez nous interrompre, en tout cas lever la main et au bon moment, je prendrai votre question, mais n'hésitez pas. Vous avez fait beaucoup d'avions, vous avez donc 13 800 heures de vol. Est-ce que vous comptez vos vols? Je compte mes vols. Ouais, est-ce que vous savez exactement combien de vols vous avez? Non, du tout. On va Par partir contre, d'un moment je les marque sur un petit carnet pour compter mes heures de vol. Il faut que je sache combien d'heures de vol j'ai fait. Mais non, je ne compte pas mes vols. Est-ce que pendant tous ces vols, du coup, combien c'est équivalent à peu près? De vol? Ouais. Ah, je ne saurais vous dire. Vous savez pas du tout? Non. J'essayais de savoir, c'est 13 800, est-ce qu'on est plutôt... Non, parce que dans ces 14 000 heures de vol, il y a du moyen courrier, du long courrier, de l'aviation d'affaires, donc je pouvais faire un vol d'1 heure. Le vol le plus court que j'ai fait, c'est un Le Bourget-Roissy, en décollage face à l'Est. On a laissé le train sorti en Mystère 10 et on s'est posé sur la piste face à l'Est à Roissy. Ça a duré peut-être 1 minute. Okay. Voilà. C'était un bord à bord pour le Concorde. Et le plus long? Le plus long, ça doit être, je pense, peut-être Buenos Aires, il y a 14 heures, un peu plus de 14 heures de vol. Ou alors le retour du Japon, il y a quelques années, on a mis presque 15 heures de vol. Ouais. Mais du coup, il faut rester vraiment concentré pendant 15 heures? Alors, non, heureusement, on ne peut pas rester concentré 15 heures. Ouais. Non, on se relaie. On a des pilotes supplémentaires. Au-delà de 9h30, on est 3 pilotes. Au-delà de 13h30 de mémoire, on est 4 pilotes. Donc, on se relaie aux commandes de l'avion. On va prendre du repos pendant 1 heure, 2 heures. Ouais. 3 heures, ça dépend de la longueur du vol, et on revient après aux commandes. Est-ce que vous avez des vols qui vous ont marqué? Oui, il y a des vols qui m'ont marqué. Les premiers vols, ça marque toujours. Les premiers vols en copilote et en commandant de bord, ça marque toujours. Donc, premier vol sur chaque avion?
Pas Mon forcément premier. sur chaque, Sur le Boeing 747. 747, mais sur Mister 10 aussi, bien sûr, sur King 200, bien sûr, le planeur aussi. Donc voilà. Il y a un ou deux vols qui m'ont marqué aussi parce que on a eu des soucis techniques, donc il a fallu faire une gestion pendant plusieurs jours des passagers, de la panne, etc. Donc ça, c'est toujours des vols assez marquants, assez avec un peu de stress. Ouais. Voilà. Voilà. Donc dès que vous êtes être commandant de bord aussi, c'est vraiment différent comme sensation. En tout cas, le premier. Alors, quand par on rapport au passe commandant de copilote. bord, on a souvent un peu plus de stress parce que, en fait, dès qu'il y a un souci, tous les C'est yeux vous. se tournent vers vous. Ouais. Voilà, donc le stress, il est là. Maintenant, on travaille en équipage. Donc, quand il y a une décision à prendre, c'est une décision commune. On en parle tous ensemble. Chacun donne son point de vue, sauf quand il faut aller vite. Et là, on a des procédures à appliquer qui sont prévues, tac, tac, tac. Et là, on n'a pas le temps de parler. Mais sinon, quand on a le temps de parler, c'est un travail en équipage et la décision est prise de façon commune. Est-ce que justement, il y a eu des vols difficiles que vous avez eus? Qu'est-ce Oui, qui s'est passé? ça m'est arrivé d'avoir un ou deux vols un peu compliqués avec des pannes, donc des déroutements, gestion de passagers ensuite. Oui, le fameux. Donc gestion de passagers, c'est quoi en fait? Ça veut dire que par exemple, si vous êtes aux Antilles et que vous déroutez sur un terrain alors que vous deviez aller à Paris, Ouais. il va falloir gérer nous, on avait 585 passagers, notamment chez Corsair. C'est 585 passagers. Donc il va falloir les reloger, leur expliquer ce qui se passe. Ils vont revenir le lendemain, l'avion a réparé, finalement il n'est pas réparé, donc relogement, enfin voilà. Voilà, Donc ça fait beaucoup. c'est des complications, des choses à gérer et ça peut être compliqué. Voilà. Ça peut être très compliqué. Surtout que, bon, je suppose que les gens sont. Enfin, il y a aussi la composante gérer des gens pas contents de se retrouver. Voilà. Voilà. Et il faut vraiment expliquer ce qui se passe aux gens pour qu'ils comprennent. Et à côté de ça, vous avez aussi la gestion technique, Ouais. la gestion de l'équipage aussi, total, les commerciaux. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez un regret d'avion que vous n'avez pas pu piloter? j'aurais aimé piloter le Concorde. Voilà, mais ça n'a pas été possible. Et c'est tout, juste le Concorde, ouais. A priori, oui. Est-ce que vous avez un avion de rêve que vous aimeriez piloter maintenant ou... Non, j'avoue toujours que, 747 votre le préféré? 747 classique, c'était un de mes rêves. Et le Concorde aussi. Donc bon, voilà, j'ai déjà fait un rêve sur deux, ce qui est pas mal. C'est déjà pas mal, surtout que le Concorde maintenant, Et puis a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'avion de remplacement du Concorde. Non. Donc, est-ce qu'on a des questions déjà? Ah, on a une question là. Parce qu'après, on va passer au conseil si on a envie de faire comme vous. Alors, j'aimerais juste savoir si vous avez une préférence entre Airbus ou Boeing. alors, les gens vont vous dire, ceux qui ont commencé sur Boeing préfèrent Boeing. Ceux qui ont commencé sur Airbus préfèrent Airbus. Moi, j'ai fait les deux. Et les deux sont différents. J'ai une petite préférence pour Boeing, enfin en tout cas les avions sur lesquels j'ai volé. Maintenant, je pense que l'avion idéal serait un mélange des deux. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question avant qu'on continue? On en a une ici. Bonjour, je suis un peu amatrice et du coup, je rebondis sur la question d'avant. C'est quoi la différence entre Boeing et Airbus? Alors en fait, c'est je dirais le façonnage de l'avion, la fabrication de l'avion, la philosophie de l'avion. Dans les années 80, Airbus a conçu l'A320, qui était un avion totalement nouveau en termes technologiques, avec des avancées extraordinaires, et qui était très différent de la façon dont étaient construits les avions Boeing de l'époque, et Airbus d'avant également. Donc ça a été un changement vraiment majeur pour les pilotes aussi, de s'adapter à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, les technologies Boeing et Airbus sont devenues beaucoup plus proches, avec des commandes électriques qui n'existaient pas avant. Par exemple, sur un Boeing 747 classique, il n'y avait pas de commande électrique. C'est des commandes hydrauliques. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, les technologies sont proches. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, par ici. Est-ce qu'en tant que femme, vous gagnez le même salaire que les hommes? Attends, faut parler contre le micro, sinon on n'entend pas.
est-ce qu'en tant que femme, vous gagnez le même salaire que les hommes? Eh bien, figurez-vous que oui, en tant que pilote dans une société, on est payé de la même manière que les hommes. Ouais. Voilà. Ça, On est payé à l'heure de vol selon une grille de salaire, en fait. Que vous soyez homme ou femme, c'est la même grille. Voilà. Après, ça va être peut-être l'expérience, la seniorité. Oui, c'est ça. Ouais. Après, le salaire augmente en fonction de l'expérience, de nombre d'années dans la compagnie, du passage commandant de bord, des examens que vous avez, etc. Voilà. Donc, Mais c'est le même salaire. Est-ce qu'on a encore une question? On a le temps. Oui, derrière. C'est quoi vos recommandations pour des jeunes qui veulent devenir des pilotes? Eh ben, c'était ma prochaine question, ça. Alors, les recommandations. Il faut essayer de travailler à l'école. Il faut travailler, plutôt avoir un cursus plutôt scientifique, donc avoir un bac plutôt scientifique, sans oublier quand même l'anglais, qui est très important. You speak English. Alors c'est bien, c'est très bien. Oui, on a entendu hier l'anglais, c'est vraiment la langue dans c'est laquelle la vous langue communiquez. aéronautique aujourd'hui par excellence. Donc voilà, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Il faut avoir aussi quand même des connaissances générales. Mais disons que l'idée du bac scientifique. Ensuite, vous avez différentes voies pour y arriver. En France, il y a l'école de l'aviation civile, l'école nationale de l'aviation civile. Et pour y rentrer, c'est un concours. Il faut avoir fait 1 année ou 2 années de maths sup, maths spé. Donc c'est vraiment un cursus spécifiquement scientifique. Vous parlez de l'ENAC, là. Oui, oui. Mais on a compris qu'il n'y avait que 20 places par an. Oui, c'est un concours et il n'y a pas beaucoup de places. Voilà, c'est la voie royale. C'est ce qu'on appelle la voie royale. Voilà. Maintenant, à côté de cette voie-là, vous avez plusieurs possibilités. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité de l'armée, qui forme aussi des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui font un certain temps dans l'armée et ensuite se reconvertissent dans le civil. J'ai beaucoup d'amis qui sont d'anciens militaires. Donc il y a cette voie-là également. Et vous avez aussi la possibilité de rentrer notamment dans certaines grandes compagnies comme Air France, comme British. Vous avez ce qu'on appelle les formations cadets, qui recrutent des gens qui ont 0 heure de vol, comme l'ENAC. Et vous avez un concours aussi, qui n'est pas simple, qui vous permet de rentrer directement en compagnie. C'est la compagnie qui va vous former. Donc ça, c'est une deuxième solution. Vous avez aussi des écoles qui forment, en Europe, en France, dans le monde, de 0 heure de vol jusqu'à environ 200 heures de vol, et qui font une formation qui vous permettent d'être pilote professionnel ensuite. Voilà. Ça, c'est des formations qui, malheureusement, coûtent cher et qui sont privées, et qui vous permettent aussi d'accéder à ce métier de pilote de ligne. Dans mon école, ils font le BAE. Qu'est-ce que c'est, en fait? Alors, le BAE, c'est un diplôme. C'est en gros le premier diplôme quand vous êtes à l'école. Je ne sais plus à partir de quel âge, mais peut-être 12-13 ans, on peut le passer. Voilà. Et ce diplôme, c'est vraiment le premier diplôme pour pouvoir, théorique, je veux dire, pour pouvoir piloter un avion. Le faire. Pardon. Ce diplôme, il nous est proposé dans son école. Parlez plus près. Oui, il faut parler. Face au micro, madame, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ce diplôme, il nous est proposé dans son école, oui, en seconde. Oui. Et donc, c'est important de le faire. Alors, s'il envisage d'être pilote, c'est une très bonne idée de le faire. Voilà. Ça sera, non seulement c'est intéressant, il va apprendre plein de choses, mais en plus, sur son CV, il va montrer qu'il était très intéressé, très jeune. Donc oui, je vous le conseille. Oui, il est intéressé depuis qu'il a 5 ans, alors... Faut y aller. En plus, tu tombes dans une période où on a besoin de pilotes. Dans les 10 années qui viennent, on a besoin de pilotes. Donc n'hésite pas. Ah, donc ça, c'est intéressant. On a besoin de pilotes dans les années qui viennent? Ah oui. Oui, là, il y a des prévisions. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais c'est énorme. Comment ça se fait? Déjà, il y a beaucoup de pilotes qui vont partir en retraite dans les années qui viennent. Et en plus, on a un secteur aérien qui est là. Qui décolle. Pas qui décolle, mais qui continue de décoller. Qui continue de décoller. Et on va avoir besoin de beaucoup de pilotes. Oui.
Rapidement, pour terminer, tout à l'heure on parlait de la représentation féminine. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire pour justement et faire évoluer cette représentation féminine? Eh bien, faire des conférences en invitant des Faire ce femmes que pilotes. vous faites, voilà, raconter, montrer Voilà. la réalité du métier, c'est ça? Voilà, donc moi j'ai été quelquefois dans des lycées aussi. En Ouais. tant que pilote pour expliquer le métier aux jeunes femmes aux alentours de 15 ans parce que ça se dessine souvent à cet âge-là. Donc pour leur faire comprendre qu'elles pouvaient faire ce métier. Mhm. Donc j'ai fait ça. Voilà, il faut expliquer que c'est tout à fait possible et qu'il ne faut pas se mettre de frein parce qu'on est une femme pour faire ce métier. Voilà, en termes En termes maintenant, d'instructrice, les compagnies aussi ne font plus de blocage par rapport à ça, comme éventuellement elles faisaient il y a 30, 40 ans. Donc, elles recrutent quand même des femmes régulièrement. Donc voilà, il faut expliquer ce métier, je dirais, principalement, pour qu'il soit un peu plus connu et pour que les femmes aillent plus vers ces professions. et justement, si vous aviez, pour terminer, un conseil, donc là vous avez donné des conseils assez généraux, si vous aviez un conseil pour une jeune fille qui rêve de devenir pilote? Un conseil, Ouais. qu'elle aille au bout de son rêve. Voilà, D'y aller. c'est le seul conseil. Ouais. Il faut aller au bout de son rêve, il faut mettre tout en place pour pouvoir aller au bout de son rêve. C'est-à-dire faire, comme j'ai expliqué aux jeunes hommes, faire des études plutôt scientifiques. Mhm. Si on a la possibilité de voler jeune, faire du planeur ou même être sur un terrain d'aviation, parce que même si on n'a pas d'argent pour faire des heures de vol, on peut aller sur les terrains d'aviation. Ils ont toujours besoin de petites mains De pour volontaires. aider, pour la mécanique, pour ceci, pour cela. Donc c'est toujours très intéressant. On rencontre des pilotes et ils peuvent nous aider à continuer. Donc oui, c'est voilà. Et sinon, voilà, études scientifiques. L'ENAC, qui a un avantage, c'est que c'est une formation gratuite. Oui. Bon, l'armée également. Les cadets, c'est également gratuit. Donc, il faut essayer de viser ces formations-là quand on peut. Mais sinon, il y a aussi la possibilité d'emprunter. Je connais des gens qui l'ont fait pour faire une école qui va vous permettre de devenir pilote. Voilà. Ok. Mais il faut surtout ne pas se dire qu'on ne peut pas le faire. Se dire que pourquoi pas moi? Exactement. Exactement. Est-ce qu'on a encore des questions? N'hésitez pas, levez la main si vous avez... Oh, on a un vol. Levez la main si vous avez une question, on vous apportera le micro. Non, bah, monsieur, parfait. C'est bien, vous êtes toujours près du micro. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, au niveau des sensations de vol, quand vous êtes sur 747, c'est pas les mêmes que maintenant. Avant, vous aviez des sensations. Maintenant, tout est, je dirais, informatisé. Il y a beaucoup moins de sensations, non? Alors, par rapport au planeur, il y a beaucoup moins de sensations. Maintenant, entre un Boeing 747, un Boeing 777, il n'y a pas énormément de différence en termes de sensations. Voilà. Effectivement, on pilote un peu moins qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gestion de vol. On utilise le pilote automatique. C'est beaucoup mieux pour les passagers d'utiliser le pilote automatique. Mais quand on se pose et quand on décolle à la main. Et quand on fait du long courrier, on est souvent plusieurs pilotes. Donc on pilote moins, on pose moins l'avion que ce qu'on peut faire sur moyen courrier. Voilà. On a le temps pour une dernière question. S'il y a besoin. Ok, je pense qu'on est bien. Bah, merci beaucoup. De toute façon, voilà, vous êtes disponible quelques minutes en Oui, sortant de tout à scène fait. si Oui. vous avez envie de lui poser des questions directement. Merci beaucoup, c'était Merci à vous. passionnant. Merci à vous. Merci.